c'est Voilà, auto-édité par votre édition qui s'appelle Maluno. voilà, Voilà, donc c'est votre deuxième livre. Le premier, c'était un recueil en fait de petites histoires, de nouvelles. voilà, de nouvelles. Vous nous rappelez le titre car je sais qu'il est long et j'ai pas envie de dire Alors, de me tromper. le titre, c'était Petites histoires qui font sourire, Ouais, peut-être rire, ou pourraient vachement plomber l'ambiance. ouais, c'est long, hein. C'est très très long. C'est C'est long très, comme très titre, mais au moins c'est clair, hein. C'est clair. Au moins Voilà, tout est dit tout est dans le dit. titre. Alors maintenant, vous revenez avec quelque chose de différent, Oui, de plus rigolo, de plus léger, on va dire. oui, Ça s'appelle John Berwick, voilà, détective pour Tidy Moon. Cabri, c'est fini. voilà, exactement. C'est un long titre. Je crois que j'ai pris l'habitude des longs titres. Oui, oui. Donc encore une fois, c'est une spécificité chez vous, Pascal. Non, pas vraiment, c'était pas voulu, mais allons dire que j'ai beaucoup de choses à dire. Ah, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. En tout cas, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Pascal, afin que nos auditeurs soient un petit peu plus au courant de ce que vous faites, d'où vous venez, et Mhm, de ce que vous avez fait déjà et de ce que vous comptez faire avec ensuite. plaisir. Alors, vous êtes quelqu'un de particulier, puisque vous aimez bien vivre un peu dans votre caverne. Oui, oui, Hein? j'entre et je sors de ma caverne C'est ça, vous par apparaissez, moment vous disparaissez. et je disparais. J'aime bien avoir cette possibilité de retraite. Un petit peu au rythme des événements, en fait. Voilà, Hmm. voilà. Au Et- rythme des événements ouais. que je crée. Hmm. Non, mais chacun a son mode de fonctionnement, c'est le vôtre, Voilà. et si c'est bien, si ça vous convient, tant mieux. À l'origine, vous n'êtes pas écrivain, vous êtes peintre, Oui. et mais vous n'aviez pas choisi le dessin en matière principale à Non, l'école. à l'école, j'ai voulu en fait suivre mon frère qui avait choisi la biologie. Et je me suis dit, s'il l'a choisi, c'est que c'est bien. Mais bon, au premier crapaud à disséquer, je me suis dit, bon, là, on a des problèmes. Alors, finalement, la biologie ne m'allait pas du tout. Et un des professeurs m'a dit, mais tu fais l'art en subsidiaire, pourquoi ne pas faire l'art en principal? Mhm. Et donc, j'ai changé de sujet Mhm. juste avant la terminale, la forme 6 upper, et je me suis mis au dessin, ce qui a sauvé mes résultats parce que la peinture a quand même relevé le Mhm. niveau des autres sujets. J'imagine que ça a aussi changé votre vie, Pascal, Ah, ça a changé ma vie. parce que vous auriez peut-être fini biologiste, enfin, Ah, non, je ne crois pas pas. que ce soit un Non, non, mauvais, non, non, non. pas que ce soit Ni une mauvaise médecin, ni filière, biologiste. ouais. Mais en tout cas, ça vous a aidé dans votre parcours, le fait de choisir finalement de vous orienter vers les arts. C'est sûr. Voilà. Je pense que les arts m'auraient rattrapé à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ça fait partie c'était déjà de une vous, quoi. évidence. Ouais. Alors, en 1985, vous rencontrez un drôle de monsieur qui s'appelle Frank Staub, France, stop, oui. France Staub, et qui est à la fois dentiste et ornithologue, Voilà. mais il peint aussi, il fait de la peinture. Voilà, il fait de la peinture Ouais. aussi. Franz Taub était un peintre assez particulier. Il faisait des tableaux et il ajoutait des oiseaux, des Mm. singes. Dans ses tableaux, il avait une, une passion pour les animaux. Et c'était pas étonnant de voir une vue de Port-Louis avec quelques chimpanzés. D'accord. Et donc, c'est lui qui vous a donné, qui vous a présenté, en tout cas, à Roger Charroux, puis à Serge Constantin. Oui, il était dans le groupe qui allait peindre tous les samedis avec Serge Constantin, Roger Charroux, Yves David. Et donc, il m'avait demandé de me joindre à eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mm. Je suis allé, j'ai fait quelques croûtes alors qu'ils faisaient des tableaux fabuleux. Et je me suis pris de passion Ouais. pour la peinture à l'huile. Mais c'est quand même une sacrée équipe et j'imagine que vous avez dû apprendre beaucoup avec Ah, auprès énormément. de ces Oui, grands noms oui. de la peinture mauricienne. Oui, oui, oui. Ça a Ouais. été une grande chance pour moi. Après, Pascal, vous avez un parcours quand même très dense, puisque vous faites énormément de choses. Vous allez d'abord faire des études de graphisme, vous devenez graphic designer, vous montez votre propre boîte. Oui. Après, vous allez enchaîner avec de l'audiovisuel. Oui, Comment c'est-à-dire expliquez-vous ce parcours aussi dense et aventureux ben, finalement? ma femme et ma maman, enfin toute la famille, vous dira que je suis quelqu'un d'extrêmement changeant.
C'est-à-dire, je peux être passionné de quelque chose et puis changer complètement de voie. Je pense que c'est dans mon caractère, ce qui fait que les arts graphiques, à un moment donné, j'en avais assez. Et je suis passé à l'audiovisuel au moment où les caméras sont devenues numériques. Et ça a été vraiment très, très chouette d'apprendre ce métier. Et en parallèle, vous avez fait du théâtre. En parallèle, j'ai fait du théâtre. J'ai eu la chance de jouer dans plusieurs pièces à Maurice, dans le Dîner de cons, Ouais. dans Le Père Noël est une ordure, dans une pièce qui s'appelle Topaz de Marcel Pagnol. Et On purge bébé. On pioche bébé, On purge qui bébé. est un fado, Ouais. très difficile à jouer. Et Mauritius, quelque chose de par rapport au Blue Penny. Voilà, Mauritius est une pièce écrite par une Américaine, si je me souviens bien. Et ça avait été mis en scène par Denis-Claude Kennick. Et je l'ai joué avec plusieurs amis au théâtre Serge Constantin. Donc vous avez fait du théâtre de 1992 à 2011. Oui. Et puis vous êtes entièrement consacré à l'audiovisuel de 2001 à 2012. Voilà. Mais en parallèle, vous avez écrit et vous avez peint. J'ai écrit et j'ai peint. J'ai fait quelques expositions de peinture, mais j'ai caché tout ce que j'écrivais. Donc, les écrits sont restés dans la caverne. Pendant longtemps? Ah, pendant très longtemps. Ouais, oui. D'ailleurs, dans un des magazines que j'ai lu, on explique bien justement que j'ai toujours eu une frayeur de publier ce que j'écrivais. Je pense c'est le regard des autres, le regard de ma grand-mère, de mon père, qui font que j'ai eu beaucoup d'hésitation. Oui, parce qu'en fait, on sait que bon, vous êtes le petit-fils de la grande écrivaine mauricienne Marcel Lagesse. Oui. Et votre père aussi écrivait, Yvan Lagesse, oui, écrivait aussi. Écrivait. Donc c'est ce que. Et mon grand-père aussi écrivait. Votre grand-père aussi. Oui, il s'appelait Arthur Martial. Lui aussi était écrivain, donc je suis entouré d'écrivains. Imaginez-vous la frayeur la pression. maintenant. La pression et la frayeur de publier. Donc vous n'avez jamais voulu publier de leur vivant? Non. Et maintenant, est-ce que vous vous sentez plus légitime depuis qu'ils nous ont quittés? Légitime, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai moins peur. Ouais. D'où est venue cette libération, Pascal? À partir de quel moment vous vous êtes dit, ok, c'est bon, maintenant, je veux publier? En fait, j'ai envoyé quelques nouvelles à mon ami Gilbert Annie, qu'on salue d'ailleurs, que je salue. Et j'avais demandé à Gilbert de voir qu'est-ce qu'il en pensait. Et c'est lui qui m'a encouragé à publier le recueil de nouvelles. Ok. Parce que moi, je crois que sans Gilbert, je n'aurais jamais fait. Ok, d'accord. Donc on peut dire un grand merci à Gilbert Annie aujourd'hui. Un énorme merci. Voilà. Et vous avez aussi exposé à partir de 1996 vos peintures. Voilà, à la galerie Max Boulet, la première exposition. Et puis j'ai exposé souvent dans des lieux publics, comme je vous l'avais dit. Et la dernière exposition est au Codan Waterfront. Ok, super. Donc c'est quand même, vous avez vraiment touché à tout, Pascal. On peut dire que vous ne vous ennuyez pas, puisque oui, en parallèle de ça, à part le ballet, ouais. j'ai pas encore fait la danse classique. Vous voulez essayer? Mais rien ne m'arrêtera. Rien ne vous arrêtera. Non. J'ai d'ailleurs un tutu à ma taille. Ah mais c'est super. Voilà, donc vous ne vous ennuyez jamais, Pascal. Non. En plus de ça, autre chose à mentionner, c'est que vous êtes aussi passionné de gravure sur cuivre et de photographie. Et de photographie, oui. Donc je fais beaucoup de photos. Et la gravure sur cuivre, c'est une de mes passions. C'est vraiment la gravure comme on faisait au XVIIe siècle. Donc c'est vraiment fascinant, ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose que je fais dans mes moments perdus, mais je n'ai pas beaucoup de moments perdus. Oui, j'ai l'impression que vous êtes très très occupé. Ce qui est intéressant, on va parler un petit peu de votre peinture, Pascal, c'est qu'il y a eu une véritable évolution dans ce que vous avez fait au début de votre carrière en tant qu'artiste, que peintre, et ce que vous faites depuis un certain temps maintenant, depuis le début des années 2000, depuis 2003 précisément. Oui. Au départ, on était dans une forme de post-impressionnisme. Oui, une peinture à long tir un peu plus classique, avec des couleurs classiques, des formes classiques. Ouais.
Et puis, les premières peintures étaient au pinceau, des peintures à l'huile. Et puis ça, je suis passé au couteau. Un ami à moi qui s'appelait Thierry Montocchio, Oui. qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, m'avait dit, mais essaye le couteau, tu verras. Donc, j'ai essayé. Et puis, donc, j'ai fait beaucoup de tableaux plus ou moins classiques au couteau. Et puis, les affaires sont arrivées. Oui, ce qu'on appelle les affaires, Alors, c'est ce les nouveau affaires, style. voilà, mon style affaires, c'est en fait une personne qui m'a demandé un jour comment est-ce que vous allez qualifier ce style. Et comme je n'avais aucune idée et que je ne suis pas un expert en art, en tout cas en histoire de l'art, j'ai dit, ben, allons l'appeler Zaffaires parce que ce mot créole, Zaffaires, est un peu vague. Une affaire. Ça ne veut pas dire quelque chose de très Spécifique, précis. ouais. Et ça me plaisait parce que mon style n'est pas très précis. C'est un peu... On ne sait pas trop où il se tient. Mais on reconnaît quand même la patte, on reconnaît le côté Pascal Lagesse. On voit d'ailleurs un peu de Zaffaires sur la couverture La de couverture. John Berwick, de votre livre. Voilà. Et c'est très coloré. Et il y a plein de... Il y a des niveaux de lecture. Voilà, exactement. Il y a de la perspective. Et surtout, là, c'est une peinture naïve avec des ronds, des carrés et toutes sortes de formes géométriques. Mais la chose qui est très différente comparée aux autres peintures naïves, c'est qu'il y a de la perspective. C'est ça. On sent que vous aimez ça, voilà. la perspective. Oui, ça me fait beaucoup de bien de peindre les affaires. Mais en fait, Pascal, on encourage nos auditeurs à aller visiter votre site. Avec plaisir. pascallagesse.com. Oui. Où vous retrouverez justement donc beaucoup des peintures de Pascal. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ce que vous faisiez avant, dans ce que vous peigniez avant, il y avait déjà de la perspective. Oui. Il y avait déjà beaucoup de relief avec différents niveaux de lecture. Mais donc même en changeant radicalement de style avec les affaires, vous avez quand même gardé cette perspective. J'ai gardé cette perspective, j'ai gardé la possibilité pour la personne qui regarde le tableau de rentrer dans le tableau. Chose que souvent dans les peintures, je prends par exemple les peintures haïtiennes, tout est plat. Ouais. Si vous faites une montagne, la montagne et la maison, et tout est dans le sur le même plan. Niveau, Alors que là, la perspective a été gardée. Ouais. Et ça, c'est une petite différence. Oui, on est véritablement dans une certaine troisième dimension avec cette peinture qui paraît pourtant, de prime abord, on a l'impression que c'est plat, mais en fait, quand on regarde de près, on se dit, là, on voit déjà le cabri, on voit le ciel, on ne sait pas si c'est un ciel, ça ressemble à des rideaux. Oh, c'est très bien, ça peut être des rideaux aussi. Moi, ça me paraît comme le ciel, en fait, me fait... Le ciel que vous peignez, Pascal, ça me fait penser à des rideaux de cuisine, des choses comme ça. Il y a peut-être de ça dedans, je ne sais pas. Le thème de tout ce qui est tissu fait partie de ça vous plaît bien, ça? Oui, ça me plaît bien. Alors, Pascal, on va revenir un petit peu sur ce que vous a dit votre grand-mère avant de nous quitter. Alors, on sait que vous avez été très influencé par votre grand-mère et votre père. J'ai été très influencé par ma grand-mère, c'est sûr, c'était une personne que j'admirais et que j'aimais énormément. Nous avions beaucoup de discussions ensemble. Et j'ai toujours été très mauvais dans l'orthographe et dans la grammaire. Je le suis toujours, peut-être un petit peu moins, mais allons dire, ça a toujours été un complexe chez moi. Et je fais ce que je veux, je n'arrive pas à me rappeler les règles. Et j'avais dit à ma grand-mère, en tout cas, moi, je n'écrirai jamais. Et elle m'avait dit, mon garçon, il y aura toujours quelqu'un pour corriger. Donc, d'aller de l'avant avec les idées, avec le concept, avec tout, il y aura toujours quelqu'un pour corriger. Et j'ai eu de la chance d'avoir Robert Furlong, qui est un ami très cher, qui a jeté un œil sur John Berwick et qui a pu relever toutes les fautes que j'avais pu commettre. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est resté finalement, ces mots de votre grand-mère. Oui, les mots de ma grand-mère, c'est resté parce que parfois, si on s'arrête simplement à l'orthographe, on se dit, je n'écrirai jamais. Et même, on peut avoir des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, mais moi, c'est terrible. Je ne remarque pas les fautes. J'ai beau relire, je ne les vois pas. Alors,
c'est intéressant quand quelqu'un d'autre fait le travail pour moi. Donc effectivement, vous avez cette chance, Pascal. Alors, on va faire une première pause musicale en Avec écoutant plaisir. un titre que vous avez choisi. Oui. Il s'agit du titre d'Eddie Mitchell, ça s'appelle Leshbot Blues. On écoute ça tout de suite sur Cool FM. Cool FM. De 10h à midi, Tempête dans une tasse de thé avec Reza. Nous sommes de retour sur le plateau Tempête dans une tasse de thé. Il est 11h24 et nous sommes en compagnie de mon invité Pascal Lagesse. Pascal, ça va toujours? Oui, ça va très bien. Merci, Alors, Reza. auteur du livre John Berwick, détective pour To the Moon, Cabri, c'est fini. On va justement entrer dans le vif du sujet, Pascal. Ce roman, finalement, c'est votre premier roman. C'est le premier, Mhm. oui. Et est-ce que J'espère que ça ne sera pas le dernier. Ouais, on espère aussi, hein, parce que Oui. moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Hein. Je suis heureux, c'est donc, le but. Voilà, donc moi je l'ai eu le jour de sa sortie, Oui, hein, donc oui. c'était avant-hier, et je l'ai terminé hier. Voilà. Magnifique. Voilà, ça se lit rapidement, Ouais. facilement, et on passe vraiment un bon moment, on rigole bien. C'est très drôle. C'est le but. Et moi, il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent dans ce livre. C'est l'originalité. On a l'impression que c'est un délire total qui sort tout droit de votre cerveau, C'est un Pascal. délire. Voilà, donc ça c'est intéressant. Déjà, le nom du personnage, John Berwick. John Berwick. Alors, parlez-nous de ça. Alors, John Berwick, bon, premièrement, ce que j'aimais avec le nom, c'est que ça sonne américain. John Berwick. Ouais, ok. Donc, on peut avoir ces voix qu'on a dans le cinéma pour présenter Ouais. les John Berwick Ok. is back. Donc, ça me plaisait. Ouais. Et puis, John Berwick, naturellement, c'est un nom que notre pauvre ami a eu beaucoup de mal à porter, parce que ça rappelle une certaine forme de soja. Ouais, Jean Berwick, ouais. Voilà. Et donc, ça donne aussi un côté très humain au personnage. Mhm. Et ça, c'était en fait quelque chose que je voulais. Je voulais que ces personnes dans le livre soient des personnes, ils ne sont pas des super-héros, Mhm. ils sont des gens de tous Tous les jours, oui. Ouais. Et ça, c'était important que John Berwick soit aussi une personne qui n'est pas exceptionnelle. Mhm, mhm. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on sait qu'en fait, au départ, c'était pas le nom qui était choisi Non. pour John Non. Berwick. Au départ, quand je l'ai écrit avec comme nom Harry Copal. Ouais. Pour faire Harry Copal, Ouais. naturellement. Donc, il allait s'appeler Harry Copal. Mhm. Et puis, un jour, je suis allé voir ma mère, que je salue parce qu'elle est en train d'écouter. Et ma maman est toujours de très, très bons conseils. Ouais. Et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un livre, le personnage va s'appeler Harry Copal. Et elle m'a dit, mais je pense que ton papa a écrit une histoire dans les années 60 avec comme nom Harry Copal. Donc je me suis dit, ça serait triste de prendre le même nom qui avait été utilisé au départ. Donc ma femme, Carole Lemporte, m'a dit, mais pourquoi pas Jean Berwick, et qui s'est changé en John Berwick. C'est intéressant, hein, de se dire qu'au final, votre père aussi avait choisi le même nom que Oui. vous aviez décidé de Je choisir. pense que quelque part, j'ai dû le lire. Ouais, peut-être Voilà. inconsciemment, Oui. ça revenait de quelque part. C'est quelque chose voilà. que j'ai sans doute lu. Mm. Le journal s'appelait Action à l'époque. Ouais. Et mon papa écrivait beaucoup dans Action sous plusieurs noms. Et Mhm. je crois qu'un des noms était Harry Copal. Alors, on présente un petit peu ce personnage, détective privé, il habite Vacquois Voilà. et il s'occupe des cas qui n'intéressent personne. Voilà, exactement. Je voulais un personnage qui allait s'occuper justement des choses banales de la vie de tous les jours. Et surtout, il faut savoir qu'une chose banale pour allons dire, quelqu'un n'est pas obligatoirement banale pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, lui, c'est une personne avec beaucoup d'empathie. Mhm. Et un jour, cette dame vient le voir pour la disparition de ses cabris et une affaire qui commence assez, allons dire, c'est une histoire plus ou moins banale, mais qui, à un moment donné, dans mon délire, commence à devenir une affaire d'État. Oui, 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 tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est justement ce personnage de John Berwick. On sent qu'il y a une certaine naïveté chez lui. Il ne comprend pas les sarcasmes, il ne capte Non, pas l'ironie. Il est naïf et voilà, ça c'est un trait de caractère que j'ai et que j'ai donné à John Berwick. Ok. Parce ok. que je suis d'une grande naïveté
sur beaucoup de choses. Ok. Et John Berwick, donc parler de la naïveté est très facile pour moi parce que je connais bien le sujet. Donc finalement, il y a un peu de vous dans ce personnage de John Berwick, Pascal? Il y a un peu de moi dans tous les personnages. Ok, d'accord. Ok. Donc, quelque part, je pense qu'on écrit surtout Oui. sur ce qu'on sait. Oui, bien sûr. Donc, il y a un peu de tout partout. Ouais. Mais la chose qui est importante dans John Berwick, c'est que le personnage principal n'est rien sans les personnages qui sont autour. Oui, c'est vrai. Il a des amis sur qui il peut compter, des amis qui l'aident, parce que je pense que John Berwick ne serait pas grand-chose sans ses amis. C'est vrai, sans révéler l'histoire, hein, le scénario, on peut se dire que effectivement, s'il n'y avait pas les personnages de Gordon, de Moon, de Cheng Li, voilà. Et de Charles, comment il s'appelle? Charles François Barbeuse de Chambly. Voilà, un noble. Voilà, un noble, un comte. Donc, Bah, un comte. effectivement, on se dit que si tous ces personnages n'étaient pas là, en fait, il lui sauve la vie, ces personnages. Exactement. C'est un peu le même principe que dans Tintin. Effectivement, il y a un rapport à Tintin. En lisant John Berwick, on se dit ah, ça peut faire penser à Tintin, Voilà. ça peut faire penser à de la bande dessinée. C'est ça peut faire penser à la bande dessinée. Et moi, j'ai toujours été influencé par beaucoup de choses. La bande dessinée, les films, parce que vous retrouvez l'influence des films d'action dans John Berwick. Et Tintin est probablement le personnage le plus insipide que j'ai vu dans les bandes dessinées. Ce sont ses amis, le capitaine Haddock ou Tournesol ou les Dupont, qui donnent... Qui enrichissent, le personnage. Enrichissent, parce que Tintin par lui-même, ça vole pas haut. Hein? et quelque part, je trouve que dans une histoire comme ça, qui est une histoire humoristique, il faut toujours venir mettre autour des personnages qui vont donner du folklore. Oui, et on en a dans ce livre. Hein. On en a. Avec le Babalicien, Voilà. la Diwanti, le chef de police, Monsieur Gupta. Voilà. Il y a vraiment des caractères. Hein, il y a des caractères qui vont vraiment donner c'est des personnes très mauriciennes. Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une véritable... on sent que c'est un roman mauricien, purement mauricien. Déjà par les personnages qu'on a, mais aussi par des choses typiquement mauriciennes qui sont mentionnées dans le livre. Par exemple, le village de Gokula, déjà. Oui. J'imagine que même nous, en tant que Mauriciens, on ne connaît pas tous. Non, on ne connaît pas tous. On ne connaît pas. Il y a des vendeurs de Tchanapuri qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui font qu'il y a un certain folklore. Et non seulement ça, mais la façon d'écrire aussi est mauricienne. Dans le français, par exemple. C'est-à-dire que quand on a discuté, Robert Furlong et moi, quand il a pris les corrections, je lui ai dit surtout, ne change pas mon texte français en français. Dans le sens que en français, on va dire « Comment vas-tu ?» mais moi, c'est « Comment tu vas ?» Donc, j'ai voulu garder la tournure mauricienne pour faire un français mauricien et pas un français français. Ok, d'accord. Ça c'est intéressant. Et ça, c'est renforcé aussi par les dialogues en créole. Voilà. Expliquez-nous un peu ça, Pascal. Alors, les dialogues en créole, au départ, j'ai eu à faire un peu de recherche pour le créole, dans le sens que moi, j'ai toujours écrit le créole comme je voulais. Je viens plus d'une génération où on parlait le créole, mais on ne l'écrivait pas. Alors, il m'a fallu aller voir sur Internet la graphie L'Harmonie, qui est maintenant la graphie officielle qui est utilisée dans les écoles. Et pour ça, j'ai eu à apprendre un peu comment on écrit le créole aujourd'hui. Et je ne voulais pas que dans ce livre, on écrive le créole n'importe comment. Maintenant qu'il y a une base, je me suis dit, c'est pas possible d'écrire le créole comme on veut aujourd'hui. Il y a une graphie qui a été décidée. Il faut que tout le monde se conforme à cette graphie. Et pour ça, j'ai eu l'aide de Robert Furlong qui a jeté un coup d'œil, et de Gérard Hanny, qui est un passionné de créole mauricien et à qui j'ai aussi donné le texte pour qu'il puisse voir les erreurs, les choses
les petites erreurs que j'avais faites et les grosses erreurs aussi. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans le roman, ces dialogues en créole. Oui, alors ce que j'ai fait, vous avez vu le livre, c'est-à-dire que j'ai fait les dialogues en créole et juste sous le dialogue, vous avez la traduction française. Ce qui fait que quelqu'un qui ne veut pas lire ou ne peut pas lire le créole comprendra le livre en lisant tout à fait. le français. Tout à fait. Et si une personne n'est pas très habituée au créole, le français pourra l'aider à comprendre la phrase en créole. Bien sûr, bien Donc sûr. je pense que ça, je ne sais pas si ça a été fait avant, mais c'est quelque chose qui, je pense, est très intéressant. Oui, c'est vrai que c'est une stratégie astucieuse pour les personnes qui ne parlent pas créole ou qui ne comprennent pas la langue, mais qui auraient envie de lire le roman. Il y a ce côté traduction sous les yeux qui justement nous permet une meilleure compréhension Voilà. pour ceux qui ne comprennent pas. Exactement. Après, c'est surtout pour éventuellement des personnes qui ne sont pas mauriciennes, j'imagine. Aussi, Voilà. si jamais il y a des personnes qui sont ailleurs et qui voudraient lire le texte, ils n'auront pas de problème et en même temps, ils auront une certaine, allons dire, un aperçu de ce qu'est le créole mauricien. Ouais. Mais en tout cas, moi je trouve que les passages, les dialogues en créole ajoutent vraiment un effet comique dans l'histoire. Oui, parce qu'en fait, il y a des personnages dans le livre qui ne peuvent pas s'exprimer autrement qu'en créole. J'ai essayé vous allez voir dans la traduction française, elle est faite au maximum pour essayer de caler avec le créole, mais quand on dit à une personne en train de reculer chombo, mais il n'y a pas de traduction en français pour chombo. Non. Peut-être chombo. Mais il n'y a pas. Non, donc ça veut dire pas. Il y a des mots. Il y a des mots qui sont intraduisibles oui, c'est vrai. et qui sont beaux en créole. Oui, et qui apporte, effectivement, ça fait le charme un peu de la langue, des spécificités purement mauriciennes. Exactement. Et finalement, ces expressions, ces façons de parler qui vont coller à la peau de ces personnages. Voilà. Et qui sont eux aussi typiquement mauriciens. On pense à, j'ai oublié son nom, le boutiquier chinois là, qui est à l'arrière-boutique. Laval. Laval, voilà. Oui. Voilà. Laval est un personnage qui a existé. Ouais. Lui, je le connaissais, Laval. Effectivement, ça a l'air très réaliste. Donc oui, on peut imaginer qu'il existait. Oui, et en fait, le regretté Laval est décédé il y a plusieurs années maintenant, et j'avais vraiment envie de le faire revivre. Okay. Et je pense qu'avec John Berwick, il vit de nouveau. Il vit de nouveau. Donc voilà. ça c'est assez chouette. Il y a autre chose qui, moi, m'a vraiment fait marrer dans cette histoire. C'est les lieux que vous mentionnez. Oui. Alors, on parle de Siam qui est en fait l'ancien nom de la Thaïlande. Voilà. Et de la Dzungari. De la Dzungari. Alors, moi, je vous avouerai, Pascal, que j'ai dû aller chercher sur Internet pour voir si ça existait vraiment, parce que j'avais jamais entendu parler. Et j'ai été choqué de voir que la Dzungari est un lieu qui existe vraiment et qui, en fait, fait partie aujourd'hui intégrante de la Chine. Exactement. Alors, la Dzungari, je ne vais pas faire mon faisaire en disant que je connaissais. Je suis allé taper sur Google « pays disparu ». Et c'est comme ça que j'ai trouvé la Dzungari et que je me suis dit, bien, avoir un personnage Dzungar n'est pas trop mal. Et je voulais des pays disparus. Encore une fois, c'est un peu comme dans Tintin où vous avez la Moldavie et la Moldavie. Et quand vous avez un pays disparu, vous ne froissez personne. Peu importe ce que ce pays fait ou fera, si jamais il y a d'autres... il y a d'autres John Berwick. Donc, et puis je trouvais que ça sonnait bien, la Dzungari. Ouais, on peut dire que ça colle bien à l'histoire, finalement, au côté un petit peu rigolo. Voilà. Le nom est marrant déjà. Ben oui. La Dzungari. La Dzungari. Moi, je me suis dit, c'est quoi? C'est un truc, c'est par rapport à la Bulgarie ou ça m'a aussi fait penser à Christophe Dugarry, le joueur de foot. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et, donc, en fait, ouais, moi, je pensais que ça sortait tout droit de votre cerveau, mais même pas. Non. C'est
pays disparus Mm. sur Google. Non, après, c'est peut-être aussi justement à travers le choix de ces pays que vous avez fait, Pascal, c'est aussi peut-être la possibilité de ne blesser personne dans. C'est très important Ouais. pour moi. En fait, vous allez voir que dans ce que j'écris, c'est important pour moi de ne blesser personne. Ouais. J'ai toujours été comme ça. Je suis pas un partisan de l'humour qui fait mal à quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. Ok. Il y a des humoristes dont c'est le métier, Ouais. et ça n'est pas le mien. Alors, le livre, vous dites vous-même que ça n'a pas une prétention à être de la grande littérature, Non, que l'objectif pour vous, c'est de faire passer un bon moment au lecteur. exactement. Et bon, moi, je vous le dis personnellement, j'ai passé un bon moment. Je me suis bien marré en lisant le livre. Donc, je Je pense suis heureux. j'espère que c'est le cas aussi des autres personnes J'espère aussi. qui ont pu lire le livre. C'est le but, c'est un livre, comme vous le dites, facile à lire. C'est très facile à lire. Et dites-nous un peu combien de temps ça vous a pris pour l'écrire, Pascal? Ça m'a pris à peu près 5 mois Ouais. pour écrire John Berwick, entre le moment où j'ai démarré et le moment où je l'ai remis à mon ami Robert Furlong pour un premier coup d'œil. Mhm. Et puis, vous savez, il y a des petits changements, il y a des choses qu'il faut tout le temps corriger jusqu'au moment où on va à l'imprimerie. Mhm. Donc, mais allons dire, en gros, c'est à peu près le temps. Et il y a plusieurs styles dans le premier livre que vous avez sorti. Oui. Donc les histoires des nouvelles, là. Oui, Voilà. Et il y avait des choses un petit peu sérieuses, un petit peu moins. oui, Et il y avait des choses très rigolotes. voilà. Et là, comment comparerez-vous le style du premier livre avec celui de John Berwick? John Berwick est plus léger dans Ouais. certaines histoires. Mhm. Il est vrai que dans le premier livre, j'avais aussi des nouvelles qui étaient amusantes, et j'avais des nouvelles qui étaient beaucoup plus allons dire, sérieuses et qui avaient plus d'émotion, Mhm. qui est un style que j'aime aussi. Ça ne veut pas dire que John Berwick sera le style que je ferai jusqu'à la fin de ma vie. C'est possible qu'un jour je sorte un livre beaucoup plus sérieux que ça. Mhm. Mais j'aime pouvoir passer d'un style à l'autre. Que ce soit en peinture, maintenant avec l'écriture, ça me plaît. C'est un peu la même chose. Il y a toujours ce côté, moi j'aime tenter de nouvelles choses. Voilà. Et vous n'êtes jamais, vous ne vous arrêtez jamais sur quelque chose de défini. Non, je pense que les choses ne sont pas définies. Il faut tout le temps essayer de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Mhm. Pas juste pas juste pour trouver quelque chose d'innovant, mais je veux dire, quelque part, un artiste qui s'arrête et qui se dit, voilà, j'ai trouvé la voie, est un artiste qui va rater beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de bonheur. Hmm. Je pense qu'il faut tout le temps chercher quelque chose de nouveau. Et c'est difficile parce que ça prend du temps. C'est pour ça que rentrer dans sa caverne est une bonne chose. Donc c'est une recherche perpétuelle en fait. Perpétuelle. Hmm. Perpétuelle. J'ai de la chance d'avoir ma femme Carole qui est aussi dans la même recherche au niveau du chant. Mhm. Et nous avons beaucoup d'échanges sur ce que je fais, sur ce qu'elle fait. Et c'est d'une grande richesse de pouvoir discuter de tout ça à la maison et qu'elle me donne son opinion. Carole est une personne extrêmement franche et je suis franc aussi par rapport à sa musique. Donc ça, c'est génial parce que ça nous Ouais. permet d'avancer. Vous pouvez vous apporter justement mutuellement un regard, Ah oui. un regard franc, un regard Oui, vous savez, honnête. Ouais. il faut tout le temps avoir un regard extérieur. Mhm. Ouais. Pour moi, c'est dans tout. Même dans la peinture, il faut toujours quelqu'un qui arrive et qui vous dise son opinion et puisse voir ça avec d'autres yeux que les vôtres. C'est vrai. important. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, finalement, ça a bien fonctionné pour John Berwick. Je veux dire, Ça a bien fonctionné elle pour vous, John elle Berwick. vous a aidé déjà au niveau du nom du titre, Voilà. puisque c'est Carole finalement qui vous a donné Ce qui vous a titre. suggéré Oui. John Berwick. Oui. Hein. Ouais. Par contre, il y a des choses que Carole me dit que je ne prends pas aussi. Oui. D'ailleurs, elle nous écoute là. Je peux lui dire ouvertement qu'il y a certaines de ses suggestions que je ne suis pas d'accord avec. Mhm. Et c'est une des choses qui sont
qui est superbe dans notre couple, c'est qu'on peut se dire Ouais, c'est qu'il bien. y a des Non, mais choses. c'est bien. Au moins, ça vous aide justement Voilà, c'est clair. à avancer. Donc, on passe le bonjour à Carole qui nous écoute. Bonjour. Et on sait qu'elle est passée il n'y a pas longtemps chez nous Oui, sur Cool FM avec ma collègue Méline qu'on salue aussi. Alors, juste pour terminer là-dessus, Pascal, on a aussi Cabri, c'est fini, hein, qui est écrit sur la. Cabri, Voilà. c'est fini. Donc, référence à Hervé Villard, bien Oui, sûr. c'était un titre qui m'avait amusé et je me suis dit, voilà, pourquoi pas l'utiliser? Ouais, ouais. C'est accrocheur. C'est vrai que c'est très accrocheur et ça intrigue, Voilà, et, voilà. et en fait c'est une belle entrée en matière dans votre univers, votre univers complètement délirant, Pascal. Alors je vous propose de faire une deuxième pause musicale avant de poursuivre. On va écouter un autre morceau que vous avez choisi. Oui. Il s'agit de Georges Brassens. On va écouter Le Testament tout de suite dans Tempête dans une tasse de thé sur Cool FM. De 10h à midi, Tempête dans une tasse de thé avec Reza. 11h48, nous sommes de retour sur le plateau de Tempête dans une tasse de thé pour notre dernière partie Oh. de l'émission. Pascal, déjà triste, Oh, c'est triste. de partir. Eh oui, ça passe vite, hein, ça passe Passerais vite. bien une journée, moi. Écoutez, c'est gentil. En tout cas, on passe un très bon moment en Moi votre aussi. compagnie à parler de ce fameux John Berwick, hein, ce rigolo personnage qui est extrêmement nul en géographie mauricienne. Très, très On en mauvais. parlait à l'instant pendant la pause musicale. Chanson que vous avez choisie pour votre maman. Donc on salue. Oui, ma maman est une fan de Brassens. Voilà, Et on lui passe le bonjour. elle m'a donné le virus. On lui passe le bonjour si elle nous écoute. Alors, j'aimerais qu'on lise un petit peu quelques extraits, Avec Pascal, plaisir. avant de terminer notre émission. Donc, je vous laisse choisir. Allez. Donc, attendez. Donc, vous m'avez dit. 29. Alors, je vous laisse choisir. Je vous laisse lire votre extrait. D'accord. Après, vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi cet extrait du livre. D'accord. Alors j'y vais. La cuisine du ciel bleu avait la particularité d'avoir été construite autour d'un énorme tamarinier. John était toujours émerveillé de voir cet arbre poussant au beau milieu de la pièce. Le tronc semblait avoir défoncé le toit en tôle pour grimper jusqu'aux cieux. En temps de pluie, le sol de la cuisine était inondé, mais cela n'empêchait nullement le restaurant de fonctionner. Ce jour-là, Laval découpait un poulet sur une grande table en bois massif. Le volatile avait été acheté ce matin au bazar de Port-Louis et un tapis de plumes au sol confirmait sa fraîcheur. John, appuyé au tronc du tamarinier, n'annonça pas son arrivée, préféra observer en silence l'artiste au travail. Armé d'un couteau carré, Laval découpait le poulet d'une main de maître. Il levait et abaissait son couteau avec dextérité tout en faisant des boums assourdissants à chaque fois que la lame frappait le billot. À côté de la porte se trouvait le garde-manger, abritant des plats de queue d'oignon, de champignons shiitake, plus connu sous le nom à Maurice de champignons chinois, de bok choy, de choux rouges confits dans du vin, de morceaux de porc et un assortiment d'ingrédients complexes à décrire. Le ciel bleu ne conservait pas de victuailles et ne possédait pas de réfrigérateur. Tous ces produits étaient frais, merveilleusement frais. C'est un bel extrait. On a vraiment une image. On arrive à visualiser l'endroit, en fait, Pascal, et ça fait très mauricien. Oui, le Ciel Bleu est un restaurant qui a existé à Port-Louis, un restaurant où j'y suis allé très souvent quand j'étais petit. Et en fait, Laval est un personnage qui a existé, pour de vrai. Et il était le filleul de mon papa. Et donc, on vivait dans le restaurant, on se promenait dans la cuisine avec le tamarinier qui défonçait vraiment le toit. Et donc, c'est quelque chose qui est resté que Laval, hélas, nous a quittés il y a des années maintenant. Et je voulais le faire revivre dans John Berwick. C'est un bel hommage. Voilà, C'est un personnage, une personne qui a beaucoup marqué mon enfance. Votre enfance. Alors, c'est bien qu'il puisse justement renaître à travers John Berwick. Je vous propose à mon tour de lire un extrait. Avec plaisir. Pascal, ce qui se trouve plutôt un peu avant, le vôtre, parce qu'on ne veut pas lire des extraits trop loin, plus loin, parce qu'on va révéler des choses. Voilà. Donc, je vous lis un extrait ça commence à la page 11. Hein, et il y a des passages en créole dedans. C'est pour ça que c'est rigolo aussi. C'est pour ça que je voulais le lire. Allez. Alors, John accrocha son chapeau au porte-manteau, s'installa
à son bureau et feuilleta son petit carnet de notes sous les regards discrets mais émerveillés d'Anne-Aurore dont il semblait ne pas remarquer l'admiration. Il était constamment absorbé par son travail et n'avait que peu de temps pour des frivolités. « Tu passes à côté de ta vie, John. Ton cœur se nécrose !» lui disait Maud. La quarantaine bien entamée, John n'était pas ce qu'on pourrait appeler un canon. Cependant, il passait rarement inaperçu et semblait avoir une sorte d'aura qui touchait ceux qui le côtoyaient. Son regard était captivant et ne laissait personne indifférent. « Monsieur Béric !» Une femme d'un certain âge vêtue d'un sari vert foncé se tenait dans l'entrebâillement de la porte. « Oui, bonjour madame, dit John en se levant. « Asseyez-vous, ajouta-t-il en lui présentant une chaise. Intimidée, la femme entra dans le bureau, salua Anne-Aurore et s'assit en silence. Elle prit une grande inspiration. « Sorry mo dérange, mo fin perdi 3 cabris dans la nuit. À soir, mo fin ferme zot dans l'enclos, mais quand grand matin vini, zot n'a piti là. » John ouvrit son carnet de notes. « Cabri fin casse la porte ?»« Non, monsieur, la porte intacte et cadenas pas une cassée. »« On fin faire déposition à la police ?»« Aïe non, jamais zot pour qui moka, zissou qui capable de ça. » John tapota sur son stylo, puis nota en lettres capitales « Cabri ». « Que tout resté ?»« Goku là, pas loin avec Goku le snack. » Où trouvez que ça a été ?»« Moi t'as besoin une petite précision, madame. Madame ? Sorry, moi pas fini nous comment appeler. » Elle répondit d'un ton chantant. « Pas grave, moi m'appelle Diwanti. » John nota l'information sur son carnet. « Sorry, madame, mais moi toujours pas trouvé que tout resté. » C'est un extrait qui me fait vraiment rire parce qu'on a le passage en créole qui est très sympa et qui nous plonge justement dans ce côté extrêmement mauricien, spécifique à tout ce qui est mauricien. Exactement. Et puis on a le personnage de John Berry qui a l'air complètement paumé en fait. Il est paumé, oui. Il est très très mauvais en géographie. Et c'est une des particularités de John, effectivement. Alors Pascal, on arrive malheureusement déjà à la fin de notre émission. Ah, c'est terrible. Alors, j'aimerais juste rappeler quelque chose, c'est qu'il y aura un lancement officiel du livre le 6 août prochain, c'est jeudi. Voilà. Ça se passe au NSI Parc Hôtel à 18h30. Exactement. Donc on encourage nos auditeurs à venir, puisqu'il y aura un discours, hein, vous allez faire un petit discours, il y aura un petit cocktail. Il n'y a pas de projet d'exposition dans l'immédiat pour vous en termes de ce qui est peinture, non. Mais beaucoup de tableaux s'accumulent chez vous, vous avez beaucoup travaillé pendant le confinement, ça on le sait. Et vous avez aussi fait du jardinage, bien sûr, il faut s'occuper. Et juste quelque chose qu'on mentionne comme ça rapidement, vous travaillez aussi sur un roman fantastique, donc ça fait déjà 10 ans que vous êtes dessus. Oui. On en parlera plus tard, on va laisser un petit peu le mystère, on ne peut pas tout dévoiler maintenant. Bien sûr. Mais en tout cas, on rappelle, John Berwick, ça vient de sortir, John Berwick, détective Poutoudimoun, Cabri, c'est fini. Tidimoun, oui. Poutidimoun, pardon, j'ai dit pour Tudimoun, oui. Sorry, pour Tidimoun, non, excusez-moi. Poutidimoun, et donc allez-y, allez le lire, procurez-vous-le, ça se trouve dans toutes les librairies maintenant à Maurice, et vous allez passer un beau moment les amis. Merci. On vous encourage à lire Pascal Lagesse et son fameux John Berwick, et on envisage peut-être une suite à ce roman, hein. On n'en dit pas plus, mais voilà, vous voyez, il y a écrit numéro 1 dessus, et on va pas trop en dire, mais il y a un mauvais personnage qui n'a pas été. Est-ce qu'on en dit ? Non, on dit rien. Voilà, on dit rien. Allez, on se quitte là-dessus, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée. Reza. Merci Pascal. Merci à toi. Je tiens à remercier Emraj à la technique, Martine à la production pour leur excellent travail. Et on va tout de suite, ce sera très bientôt l'heure du journal de la mi-journée. Et puis vous allez retrouver l'irremplaçable Jonathan Agatin pour son émission Couleur tropicale. Excellente journée sur les antennes de Cool FM. On se retrouve pour ma part la semaine prochaine, même heure, 10h midi, pour Tempête dans une tasse de thé. Allez, salut!